Octobre 1986. Chronologie des événements mondiaux. 1er octobre. France. Le Premier ministre Jacques Chirac déclare que la France ne cédera pas au chantage et mènera une lutte sans merci contre le terrorisme. USA-URSS. Le président Reagan accepte la proposition du chef du gouvernement soviétique, M. Gorbatchev, d'une rencontre à Reykjavik. Les entretiens porteront sur le contrôle des armements et la présence militaire soviétique en Afghanistan. 2 octobre, Inde. Le Premier ministre Rajiv Gandhi échappe à un attentat. L'état d'alerte maximal est décrété dans 4 États du nord du pays. 6 octobre, URSS. Un sous-marin nucléaire soviétique, victime d'un incendie, sombre au large des Bermudes. 10 octobre, Israël. Le Premier ministre Shimon Peres remet sa démission au président Chaim Herzog. Salvador. Un violent séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter ébranle le pays, provoquant la mort de plus de 1000 personnes. 13 octobre. Islande. La rencontre à Reykjavik entre Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev s'est soldée par un échec. Les deux superpuissances n'arrivent pas à s'entendre sur la disparition d'Europe des euromissiles et la réduction des fusées intercontinentales. France. Des pluies diluviennes tombent sur le sud du pays. 15 octobre. Bangladesh. Le général H.M. Ershad est réélu président avec 90% des voix. 18 octobre. Suisse. Après 12 jours de négociations, les ministres de l'OPEP sont parvenus à une solution de compromis qui entraînera une légère baisse des prix pour le pétrole brut. 19 octobre. Espagne. Depuis la mi-septembre, de 25 000 à 50 000 oiseaux migrateurs ont péri dans ou aux abords du parc de Doñana en Andalousie à cause des pesticides dans l'eau des rivières. 21 octobre. France-USA. Une équipe franco-américaine a trouvé une région du ciel où le champ magnétique est 30 fois supérieur à la moyenne et où pourraient se former les étoiles. 24 octobre, Liban. Les combats entre Palestiniens et Chiites reprennent. 26 octobre, Inde. La violence politique a fait 31 morts, dont 16 clandestins qui avaient tenté de pénétrer illégalement au Pendjab et au Rajasthan. 30 octobre, Corée du Sud. Après la trêve des Jeux asiatiques, le pays connaît un regain de tensions politiques. La police pénètre dans le campus de l'université de Séoul où se sont retranchés 900 étudiants hostiles au régime. 1er octobre 1986. La difficulté est bien comprise, en italique, par le corps, bien mesurée. Ce corps est sillonné d'1 milliard de nerfs qui, au moindre souffle, au moindre changement, se contractent, se rétractent ou se raidissent et se serrent et se tordent ou se bloquent. Et il faut que ces milliards de nerfs apprennent à s'abandonner, se laisser aller totalement dans cette espèce de convulsion gigantesque pour eux. C'est comme une petite algue dans un raz de marée. Voilà tout. Il essaie. Par amusement, je note,
Le volcan d'en bas est parfois si formidable que mes pieds sont littéralement soulevés, en italique, des coussins sur lesquels ils s'appuient. Ou alors ils s'aplatissent sur les coussins quand ça descend. Point d'exclamation. Après-midi, j'ai traversé une abominable agonie. Tout le corps se recroquevillait, s'aplatissait, était écrabouillé en dedans comme dans une implosion. Une agonie pendant 1h20. Puis tout s'est plus ou moins stabilisé ou solidifié. J'ai appelé Sujata pour me lever. Et pourtant, quand c'est fini, on marche normalement. Enfin, 10 minutes après ou 15. Soir, je me demande si je pourrais supporter une deuxième fois une opération comme celle de cet après-midi. Où est-ce que je vais ? Et ce n'est pas que je me concentre, entre guillemets. Il suffit que je m'assoie et instantanément les 2 volcans sont là. D'abord celui d'en bas, comme s'ils attendaient que je sois tranquille, en position, entre guillemets, pour se mettre en action. On traverse une barrière. Mais comment est-ce que je peux continuer comme cela ? Il faudra un miracle. Comment Mère pouvait-elle supporter cela ? Comment Sri Aurobindo pouvait-il supporter cela ? Comment ? 2 octobre 1986. À partir du moment où on s'est mis en route, il n'y a qu'à aller jusqu'au bout. Et adieu Vat. Après-midi. J'étais depuis 50 minutes dans cette agonie. 4 heures a sonné. Quand cette montagne, M majuscule, est descendue. Et là-dedans, il n'y avait plus d'agonie, plus de douleur, plus d'insupportable ni d'impossible. Il y avait cet absolu suprême massif, en majuscule. Le corps était comme un point de matière au sein de cet être massif, sans limite, sans moi, sans rien que cette sensation absolue. Le miracle du suprême, en lettres capitales. Et cette prière du fond du corps pour offrir toute cette obscurité, cette animalité, cette misère humaine, cette ignorance, cette douleur, afin que ce système puisse changer et que ce soit la victoire divine, la victoire de Mère sur la terre. De temps en temps, dans cette masse quasiment immobile, il y avait une nouvelle masse qui montait et une autre masse qui descendait, mais c'était un tout immense qui bougeait massivement comme une houle. Là-dedans, tout était fait. La douleur, l'agonie, c'était les limites. La seconde d'avant, le corps était dans ce chaos écrasant. Et puis cette montagne arrive et puis c'est fini. Le corps ne peut pas appeler cela autrement qu'un miracle. Soir. Par conséquent, le corps sait maintenant qu'il y a simplement, entre parenthèses, point d'exclamation, quelque chose à traverser. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose ? Peu à peu, on comprendra. Mais c'est traversable en italique. Plusieurs fois, je me suis dit, mais si pareille impossibilité physiologique est traversable, c'est qu'il doit y avoir une illusion, I majuscule quelque part, une illusion très efficace, comme les camps. Mais une illusion tout de même. Ou bien c'est la loi des corps, ou bien ce ne l'est pas.
Après tout, le poisson aussi pouvait se dire que la surface des eaux est intraversable. 3 octobre 1986. Vision. Il y a 2 ou 3 nuits, j'ai vu quelque chose que je ne m'expliquais pas. C'est-à-dire que le sens était très clair, mais je ne comprenais pas pourquoi je voyais cela. C'était ce que j'ai appelé tout de suite un cauchemar esthétique. J'étais d'abord tout en haut d'un grand bâtiment et on m'invitait à visiter l'endroit. Je suis descendue au rez-de-chaussée, puis montée d'étage en étage, regardant des salles somptueuses avec des panneaux de bois, des objets d'art, des arrangements du meilleur goût, entre guillemets. C'était la plus belle esthétique. Et puis je montais ces étages et visitais ces salles l'une après l'autre. Plus une espèce d'angoisse m'empoignait, de malaise indescriptible, comme si j'étais dans un cauchemar. Et tout d'un coup, comme j'arrivais vers le dernier étage, j'ai eu un cri « Mais c'est tout faux! C'est faux, 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 ô Seigneur !» Je me suis réveillée avec ce « Ô Seigneur » et c'était vraiment comme un cauchemar. Je me demandais pourquoi je voyais cela, d'où cela venait. Et puis tout d'un coup, j'ai eu le sentiment « Mais tout cela est sans âme ». C'était très beau, vraiment, tout ce qu'il y a de plus esthétique, mais c'était sans âme. Et alors cette nuit, du 2 au 3, j'ai eu une autre vision qui m'explique la première. Je me suis trouvée dans une grande salle, comme la salle à côté de ma chambre, ce qui était autrefois un salon du temps des Anglais. Et au milieu de cette salle, il y avait un grand piano, comme les plus grands playels de concert, peut-être même plus grand encore, tout recouvert d'un châle blanc ou crème. La salle était dans une sorte de pénombre. Je me suis littéralement jetée sur ce piano, comme un affamé, et le châle a glissé de lui-même, et alors j'ai découvert un superbe piano à 3 claviers superposés. Tout de suite, j'ai voulu jouer du clavier du milieu. Il était superbe, les notes d'un ivoire laiteux presque vivant et sans touche noire. Je me suis mise à jouer les premières notes d'une sonate de Beethoven. Et toutes les notes étaient fausses. J'étais si étonnée, si déçue, comme si je ne savais plus mes notes et que je ne pouvais plus jouer. Puis dans le rêve même, et c'est cela qui m'a étonnée, je me suis dit, si j'insiste et que je veuille tout de même jouer sur ce piano, je vais me mettre à entendre de la musique et, en lettres capitales, je ne veux plus entendre de musique. Je me suis réveillée là-dessus. Je ne veux plus entendre de musique et toutes les notes sont fausses. Moi qui adorais la musique m'a toujours bouleversée et j'ai toujours voulu écrire des livres comme on joue de la musique. Et je ne voulais plus de musique. Alors maintenant je comprends. C'est tout mon subconscient qui est en train de changer. Tout mon grand clavier qui est en train de s'en aller. Et le subconscient, c'est le lieu où, en italique, se jouent les choses. C'est là que se prépare tout le drame de la vie. Justement, son drame esthétique et poétique et musical. Et je ne veux plus de tout cela. Je ne veux plus de cette musique du désastre, et de cette poésie du désastre et de ces romans du désastre, plus de cette culture ou de cette esthétique qui cultive le désastre humain et en fait des plats si merveilleux, entre guillemets. C'est-à-dire un grand changement dans mon subconscient. Et je veux autre chose en lettres capitales que ce super-humanisme. Et c'est mon subconscient même qui le dit et le veut. Oh Seigneur! Pendant 40 ans de ma vie,
j'ai vécu de cette superculture, cette sorte de raffinement musical, entre guillemets, du mental supérieur. Et puis, si mon frère François était là, il serait outragé. Mais il est mort de sa culture, elle l'a même suicidé. Au fond, toute cette culture et cette musique et cette esthétique, c'est le monde des dieux du mental. Je me souviens d'une phrase de mère. Tantôt c'est un cercle d'or, tantôt c'est un cercle de fer, mais on tourne en rond et on tourne en rond. Il y a des phrases qui résonnent comme cela, comme à travers des âges de vie futiles et désastreuses, sous le signe d'un dieu ou d'un autre. Après-midi. C'est si écrasant, de plus en plus écrasant. Comment est-ce possible? Comme si toute cette structure allait se désintégrer du dedans. Les atomes changeaient de place. Ou quoi? Ce ne sont pas des expériences, ce sont des opérations. Soit. Je comprends pourquoi Sri Aurobindo disait que ce serait d'abord la puissance du supramental qui se manifesterait. Elle prépare le grand tremblement des rats. Déjà en 1935, 12 ans avant l'indépendance de l'Inde, Sri Aurobindo prévoyait le Gunda Raj, le règne des tueurs. 4 octobre 1986. Il faut quelque chose qui ait le pouvoir d'ébranler les consciences terrestres. Sinon tous ces farceurs, les Mother Teresa, Reagan, Kadhafi et Papenko, continueront indéfiniment leur besogne sous un nom ou un autre, avec une révolution entre guillemets ou une autre qui ne révolutionne rien, parce que ce sont toujours les mêmes rats qui continuent. Chaque fois que je regarde le problème de cette transition humaine, je ne vois pas d'autre solution que la manifestation de mère dans son corps nouveau. Cela seul aurait le pouvoir de tout ébranler et tout nettoyer, de cristalliser ou regrouper les éléments capables de faire la transition. Sinon, il y aura de moins en moins d'éléments capables, et ils seront finalement tous engloutis dans cette marée d'obscurité. Et même ces éléments capables, entre guillemets, je ne vois pas comment ils auront le courage de faire ce terrible trou à travers les couches évolutives, à moins qu'un élément divin ne se manifeste et ne fasse la besogne pour eux. Note de bas de page. Je ne devrais pas dire les éléments capables, car qui est capable? Mais les éléments honnêtes. La grâce fera le reste. Il suffit de regarder Auroville, par exemple. Qui se soucie de la besogne? La en italique. Besogne, B majuscule. Ils veulent faire un petit îlot de verdure agréable. Mais ils seront finalement submergés. C'est la loi du nombre. Même les cités grecques ont succombé à la barbarie environnante. Tout est ravalé par l'obscurité, à moins que l'on ne déracine cette obscurité en soi et que l'on ne devienne divin. C'est cela la besogne. Soir. C'était un tel supplice dans mon dos-épaule cet après-midi que j'ai dû arrêter au bout d'une heure. C'est tout déchiré. Que faire? Voyons, Bad, est-ce que tu crois toujours que c'est traversable? Quand je serai mort, je ne dirai pas non. 5 octobre 1986. Oh, c'est une telle agonie.
Je suis dans le fond du wagon noir. Vision. Cette nuit, j'ai vu 3 cavaliers. 2 de couleur blanche, 1 de couleur noire avec une barbiche. Ils avaient un air musulman, point d'interrogation entre parenthèses. J'ai donné quelque chose aux 2 cavaliers blancs, comme si je mettais cette chose sur leurs 2 poitrines réunies. Ils n'avaient pas si bonne mine. Je ne comprends rien à tout cela. Je ne sais pas pourquoi ils me donnaient une impression afghane ou de musulmans de cette région.